Merci, merci de votre accueil. Je me garderai bien de donner des réponses aux questions abyssales que vous avez soulevées, d'autant plus que j'en ajouterai d'autres, car on ne peut pas regarder l'économie sans regarder les interrogations stratégiques, les interrogations sociétales. Donc, au fond, je voudrais mettre sur la table toute une série de perplexités. Perplexité économique, d'abord. On vit physiquement aujourd'hui une espèce de contradiction qui est que tout nous laisse penser, notre vie quotidienne, la première, que nous vivons une révolution technologique. Normalement, les révolutions technologiques sont synonymes de progrès de productivité. Et on pense évidemment à ces vagues technologiques successives que furent la révolution du chemin de fer, la révolution de l'électricité. Les vagues technologiques, elles ont quelle fonction? Elles changent le mode de production et elles élargissent la demande en suscitant la naissance de nouveaux produits. Et donc, a priori, tout pousse à penser que la révolution numérique exerce exactement cette fonction, puisqu'elle pèse positivement sur le fonctionnement de l'appareil de production et qu'elle accroît la demande par la naissance d'un nombre incalculable de nouveaux besoins. Or, les études économiques semblent montrer qu'il y a un ralentissement de la productivité et un ralentissement de longues périodes de la productivité, comme si nous terminions, alors les uns disent un cycle cinquantenaire, les autres un cycle centenaire. En tout cas, on ne sent pas que le ressort de la productivité est formidablement tendu par une révolution technologique envahissante. Deuxième perplexité, et je le dis a fortiori dans un lieu très financier, qui est une maison qui nous héberge aujourd'hui, je pense que nous sommes en train, en réalité, de prendre toutes les mesures pour éviter la crise d'avant, celle que nous avons connue, et aucune des mesures pour éviter la crise de demain, celle qui va venir, en termes financiers. Pourquoi? Au fond, c'est quoi désormais le système financier? C'est le système bancaire transformé en utilities. Une banque, c'est pour l'instant une compagnie chemin de fer qui fonctionne un peu mieux. Et puis à côté, c'est la jungle. La réalité, c'est que la pression est telle, à la fois de besoin de fonds propres et de règles, que le métier bancaire va être de plus en plus bureaucratisé et contraint. À l'inverse, il se développe à côté du système bancaire tout ce qui tourne. Alors vous pouvez appeler ça le shadow banking, ça paraît pas propre, alors que c'est un métier propre. Vous pouvez appeler ça, pour faire chic, les fintech, parce que vous ramenez la technologie. Vous avez un univers totalement dérégulé. Il n'y a aucune contrainte de fonds propres sur des hedge funds qui sont capables de faire sauter le système. Aucune contrainte de fonds propres. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'au lieu de faire BAL 4, pour les banques, ce serait de faire BAL 1 pour la jungle. Troisièmement, le problème des moteurs de l'économie mondiale. Alors, ni vous, ni moi n'avons la moindre idée sur ce qui va se passer en Chine. Alors, on peut tout plaider, c'est-à-dire, est-ce que les Chinois sont réellement en train de renverser le modèle et de passer d'un modèle d'investissement à un modèle de consommation? Face à un système où les chiffres sont faux, personne ne peut le dire. On peut lire 50 articles, ça ne veut rien dire. On n'en sait rien. La Chine, est-ce qu'un pays aussi puissant peut se garder d'être impérialiste? Alors, le raisonnement traditionnel, c'est de dire la Chine est tellement grande qu'elle est centrée vers l'intérieur et donc elle n'a pas de vocation impériale ou impérialiste. Ce serait une première mondiale qu'un pays dont la puissance est exacerbée arrive à éviter une tentation impériale. Mais c'est aussi une question qui a une rétroaction économique. Quatrième perplexité,
qui n'est pas qu'économique, qui a des conséquences géostratégiques évidentes, c'est le prix du pétrole. Au fond, soit on est entré dans un univers de prix durablement faible. Pourquoi? Le prix peut remonter de 30 à vers 40, 45, mais quand il atteint le moment où le pétrole de schiste américain redevient rentable, il est en réalité capé. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'Arabie saoudite a mangé en un an un cinquième de ses réserves. Un cinquième de ses réserves. Ça veut dire que si le prix du pétrole traînaille autour de 30 $, en 5 ans, l'Arabie saoudite mangera ses réserves. Je suis de ceux, c'est un tout autre sujet, qui pensent que nous avons une vision fausse du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les seuls pays stables sont ceux qui ont 40 siècles derrière eux, c'est-à-dire la Perse, c'est-à-dire l'Égypte. La Turquie n'a pas 40 siècles, mais elle en a quelques-uns derrière elle. Et d'une certaine façon, même s'ils sont des siècles rapportés, Israël a ses 40 siècles. Tout le reste n'existe pas. Bon, mais si on lie à cela donc un environnement qui est en train de perdre les repères artificiels, mais qui ont duré un an sur le plan politique et stratégique, et un pétrole capé autour de 40 à 50 $, je veux dire, c'est une zone à haut risque dont les conséquences macroéconomiques sont extrêmement considérables. Quatrième perplexité. Au fond, je veux dire, le problème de l'Europe, à l'exception de la France, c'est sa démographie. Je veux dire, on ne mesure pas à quel point il y a une exception française qui est, sauf l'année dernière où pour la première fois il y a eu une baisse de la natalité, c'est que la France fabrique encore des bébés. C'est une exception absolue en Europe. Et c'est d'ailleurs un inconvénient de court terme et un prodigieux avantage de moyen et long terme. En réalité, la position de la chancelière correspondait à un cas qui est un de ces cas de rêve où la morale et l'intérêt se rejoignent. La morale, parce qu'elle a réussi, nonobstant les problèmes instantanés actuels, à faire de l'Allemagne, quand on pense ce qu'a été l'Allemagne dans l'histoire, le pays moral, et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et deuxièmement, l'intérêt, qui fait que ce n'est pas un hasard si le patronat allemand est aussi ardemment attaché à l'accueil des réfugiés. Parce que le patronat allemand, il voit très bien que si jamais on n'a pas un surcroît de population qui arrive en Allemagne, il n'y aura pas de frein à la hausse des salaires. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui en Allemagne, les salaires augmentent avec une inflation voisine de 0, de 4% par an, dès lors qu'il y a des syndicats. Heureusement pour nous. On est face à un enjeu, avec le problème des réfugiés, qui n'est pas du tout simplement un enjeu, les valeurs de l'Europe, pas les valeurs de l'Europe. L'Europe est face à un problème absolument décisif de démographie. Alors, si on n'arrive pas à traiter le problème des réfugiés, ça aggravera le problème démographique. Est-ce qu'un pays comme l'Allemagne peut absorber le million en stock qu'il a et 300 ou 400 000 personnes par an chaque année? Moi, je crois que oui. Est-ce qu'elle va réussir ou non? C'est là aussi une interrogation. Mais il faut voir les résonances économiques de cette affaire. Je veux dire, si les Allemands n'y parviennent pas, si la population allemande continue à baisser, à ce moment-là, les Allemands seront pris dans un cycle d'inflation salariale et de coûts non gérables de l'État-providence à cause du vieillissement. Donc ça fait quand même toute une série d'interrogations purement économiques. À cela s'ajoutent, à mon avis, 2 ou 3, et puis on va ouvrir le débat, interrogations stratégiques ou sociétales. Interrogations stratégiques liées à qu'est-ce que sera le rôle des États-Unis dans le monde. Mais le débat isolationnisme-interventionnisme est incroyablement vif. Or, il n'y a rien à faire. Les États-Unis, même affaiblis, restent la puissance d'ultime ressort sur le plan international. Première interrogation stratégique. Deuxième interrogation stratégique, je l'ai indiqué en passant,
la Chine. Est-ce que la Chine va se contenter de garder sa puissance tournée vers elle-même? Ça, c'est une interrogation majeure. Troisième interrogation stratégique, comment le Proche-Orient, je l'ai abordé incidemment, se réorganise de facto autour des puissances granitiques. Dernier élément qui n'est pas stratégique, mais qui est sociétal. À quoi correspond la montée des populismes partout? Alors, il y avait une exception allemande, ça y est, elle a disparu. Pour le reste, il n'y a pas un pays occidental où il n'y a pas de montée du populisme. À chaque fois sous des formes différentes qui correspondent aux cultures profondes de chacun des pays. Le populisme espagnol est un populisme de gauche à cause de la mémoire de la dictature. Le populisme italien est un populisme sui generis parce que l'Italie fonctionne de manière très particulière. Le populisme français est passé de la gauche à la droite en fonction de nos propres traditions historiques. Le populisme anglais est un populisme nationaliste xénophobe, ce qui pour un pays insulaire est logique, et on peut continuer comme ça, et le populisme américain est un populisme isolationniste. Mais derrière ces manifestations de populisme, il y a quoi? Il y a en fait la montée de l'individualisme, c'est-à-dire c'est le refus des sociétés structurées par des corps intermédiaires. Dans cette espèce de discours non au système, ça veut dire quoi? Le discours des petits contre les gros, c'est pas les petits contre les gros. C'est qu'en réalité, on n'accepte plus les règles d'une démocratie dont les fondements ne sont pas seulement le suffrage universel, mais aussi l'existence d'institutions intermédiaires et le jeu de check and balances entre ces institutions intermédiaires. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, porter des jugements tranchés en disant nous allons vers plus de croissance ou moins de croissance, nous allons vers plus d'équilibre ou moins d'équilibre, nous allons vers plus de stabilité sociétale ou moins de stabilité sociétale, me paraît extraordinairement illusoire.